Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. Les résultats du baccalauréat 2019 sont tombés. Comme chaque année, le taux de réussite devrait être particulièrement élevé, et ce malgré une baisse du niveau général des copies. Nouvelle manifestation contre le pouvoir en place en Algérie. Alors que le pays fête les 57 ans d'indépendance, les mobilisations se poursuivent dans un climat de tension exacerbé, notamment par des arrestations arbitraires. La banque HSBC a publié son classement annuel des expatriations, une enquête qui fait de la Suisse le pays le plus attractif au monde. La France est de son côté assez mal classée. Madame, Monsieur, bonsoir. Le baccalauréat, un diplôme en perte de vitesse alors que les résultats sont tombés ce vendredi. Ces derniers se sont révélés une nouvelle fois extrêmement positifs. Les professeurs, eux, déplorent une chute vertigineuse du niveau des copies. Thibaut Bastide. Parce que soyons clairs aujourd'hui, je vous le dis chaque année, mais pour pas avoir le bac, il faut faire la demande. C'était en 2015. À cette époque, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, faisait déjà état d'un diplôme ayant perdu de sa saveur. Alors que le baccalauréat est considéré comme l'examen de référence en France, force est de constater que son obtention est devenue une quasi-formalité. Ce vendredi, les 740 000 candidats à l'édition 2019 se sont précipités devant les grilles de leur lycée afin de consulter les résultats. Un suspense tout relatif et des effusions de joie qui confinent parfois au ridicule. Avec 91,1% et 88,9% de réussite en 2018 pour les bacs généraux et technologiques, l'examen n'est plus pour beaucoup qu'une formalité. Et cette année ne devrait pas déroger à la règle. D'ailleurs, pour de nombreux lycéens, la question n'est plus de savoir s'ils auront le précieux sésame, mais plutôt quelle sera leur mention. De 1997 à 2018, le nombre de mentions a effectivement augmenté, toutes filières confondues, générales, technologiques et professionnelles. De moins de 25% de mentions en 1997, ils étaient à près de 50% de lycéens en obtenir une en 2018. Pour atteindre cet objectif, la politique du ministère de l'Éducation nationale s'est traduite par une harmonisation vers le haut des résultats du baccalauréat au sein des commissions de correction du bac. Ainsi, tout est mis en œuvre pour avoir les meilleurs résultats possibles et le contexte 2019 pourrait faire exploser les chiffres. En effet, cette édition a été marquée par de nombreux couacs à tous les étages. Fuite des sujets de mathématiques, erreurs dans certains intitulés, grève des surveillants, manifestations de professeurs. Malgré cela, tout a été fait pour que les candidats repartent avec leur diplôme. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ayant même dit qu'en cas d'absence de correction des copies, le contrôle continu serait pris en compte, ce qui arrangerait une majorité d'élèves. D'ailleurs, une partie des lycéens recalés pourrait être tentés de recourir à la procédure administrative, à condition bien sûr que leur note au contrôle continu soit meilleure que celle du bac. Des excellents résultats donc, et des professeurs qui alertent contre la chute vertigineuse du niveau des copies. Faute d'orthographe à répétition frôlant l'illettrisme, non-sens dans la construction des phrases. Pire, de nombreux lycéens se sont offusqués après l'épreuve de découvrir qu'André Chédid était une femme, sans oublier les traditionnelles perles du bac qui illustrent humoristiquement le niveau de délabrement du système éducatif. Un paradoxe entre résultats et niveau réel alors que le baccalauréat changera de formule en 2021 avec la prise en compte du contrôle continu à hauteur de 40%. Difficile d'imaginer qu'une telle mesure inverse vraiment la tendance. Après une surexposition médiatique, l'Algérie est peu à peu sortie des radars de la presse et pourtant la crise perdure à Alger où les manifestants maintiennent la pression. 5 mois après le début de la contestation, l'Algérie est toujours en crise. Ce vendredi, jour de la fête de l'indépendance, des dizaines de milliers d'Algériens sont descendus dans les rues après 2 semaines de répression accrue. Un climat de tension alors que le président par intérim Abdelkader Ben Salah a abandonné le calendrier constitutionnel de la préparation de la prochaine élection présidentielle sous la pression de la rue. Inflexion ou manœuvre politique, quoi qu'il en soit, le pouvoir civil et l'armée semblent tenter, au moins en apparence, de dialoguer avec les contestataires.
Même s'il paraît difficile d'imaginer que les hommes au pouvoir depuis plusieurs décennies se résignent si facilement à abandonner leurs prérogatives. Les arrestations et la répression de ces dernières semaines auront eu pour résultat de conforter les manifestants dans leurs revendications, voire même de les convaincre d'une rupture totale avec le personnel au pouvoir. اليوم خرجنا باش نكملوا المسائل اللي بديناها من لو 22 والمطلب ديالنا الاول هو اسقاط كل النظام يعني كي اسقطنا العهده الخامسه معناتها اللي كان يجري في العهده الخامسه حتى يراه. Une table rase qui paraît cependant inimaginable et pas nécessairement souhaitable pour le pays. La présence de personnel politique connaissant les arcanes du pouvoir est en effet indispensable pour une potentielle transition politique. Samedi, un forum national pour le dialogue se tiendra à Alger et regroupera partis politiques et membres de la société civile. Les différents mouvements d'opposition devraient ainsi se jauger. Et si l'hypothèse d'une poussée islamiste à la faveur d'élections semble toujours écartée, il est difficile de savoir quelle personnalité pourrait émerger d'un scrutin dont la date n'est d'ailleurs pas encore fixée. Mais le temps presse, et plus la situation flottante que connaît le pays perdure, plus le risque de violence et d'aggravation de la crise politique menace. Crise politique, mais pas seulement. Pour Mohamed Christophe Bilek, fondateur de l'association Notre-Dame de Kabylie, le risque de désordre pourrait bien venir des difficultés économiques que connaît le pays. Alors, comment remettre tout ça en place? C'est ça qu'en fait, c'est sur le plan économique qu'il va y avoir des difficultés. Et très vite, je pense qu'à la rentrée, en septembre, s'il n'y a pas une solution viable, il risque d'y avoir un début de pagaille. Un risque de pagaille pour la rentrée de septembre. Le temps presse pour assurer une transition politique en Algérie. Le pays, fort de ressources naturelles importantes, a pourtant un véritable potentiel de développement. Reste que pour en faire bénéficier les Algériens, il conviendra de changer la donne politique tout en maintenant une certaine continuité dans l'appareil étatique et en collaboration avec l'armée, acteur incontournable en Algérie. Seul un juste équilibre entre tous ces partis de l'échiquier politique algérien semble rendre possible une sortie de crise et des lendemains plus radieux outre-Méditerranée. La globalisation, son village monde et ses transhumances d'expatriés, la mondialisation des échanges a provoqué des mouvements massifs de migration, mais aussi des déplacements de confort ou d'opportunité. Et à ce petit jeu, c'est la Suisse qui semble le plus plaire devant Singapour et le Canada. Où fait-il bon vivre quand on est expatrié? Pour la 12e édition de l'étude HSBC Expat Explorer, la Banque internationale dévoile un classement des villes les plus attractives pour les individus désireux de s'éloigner de leur pays natal pour des raisons de confort ou d'opportunité. L'étude repose sur 3 éléments, le niveau de vie, les perspectives d'emploi et la vie de famille. L'enquête dévoile notamment que les actifs de moins de 35 ans sont attirés essentiellement par l'opportunité de carrière suivie de la possibilité d'accéder à la propriété. Et pour cause, de manière générale, 66% des personnes déjà établies à l'étranger y sont déjà propriétaires. Et à ce petit jeu des pays les plus attractifs, c'est la Suisse qui l'emporte, suivie de Singapour puis du Canada. Alors que Singapour occupait la première place depuis 4 ans, la cité-État recule d'un cran mais demeure une place forte avec quelques 62% des ressortissants étrangers qui ont choisi de s'y installer pour la qualité de son système scolaire. Quant au Canada et à la Suisse, leurs qualités de vie sont naturellement très appréciées des expatriés. Dans les considérations qui stimulent l'expatriation dans ces 2 pays, on retrouve évidemment le cadre environnemental dans ces 2 États réputés pour leurs espaces naturels, des décors idylliques, un environnement agréable et une faible criminalité, mais aussi des salaires dans la fourchette très haute de la moyenne mondiale. Dans le top 6 des pays les plus appréciés pour l'expatriation, on retrouve également l'Espagne, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les pays du Golfe, eux, proposent des niveaux de rémunération très attractifs, mais ne comptent qu'un concurrent dans le top 10, les Émirats arabes unis. Et pour cause, le salaire n'explique pas tout, et force est de constater qu'en matière de qualité de vie, ces pays sont loin de faire l'unanimité. La France, de son côté, n'attire pas massivement des expatriés et arrive à la 17e place du classement sur 33 destinations étudiées. Selon l'enquête HSBC, l'intérêt pour la France est d'ailleurs souvent plus culturel que financier. En revanche, les Français de l'étranger sont les moins satisfaits de leur pays d'accueil, ce qui témoigne tout de même d'un certain attachement à leur mode de vie d'origine. Et si cette étude concerne une portion congrue des travailleurs dans le monde et ne concerne que des pays qui se situent économiquement dans le haut du panier, elle permet néanmoins de se faire une idée sur l'attractivité économique et la qualité de vie des pays étudiés. Passons à présent à l'actualité en bref avec Florian Janin.
Siphonner à droite, siphonner à gauche. La méthode de conquête politique et électorale d'En Marche est bien connue et même confirmée par un texte. Une note rédigée par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. La missive adressée au président de la Chambre basse ou au président de la République détaille un plan de bataille pour échafauder une aile gauche de marcheurs en vue de dépouiller les socialistes de leurs élus locaux. Dans le cadre des élections municipales de 2020, puis sénatoriales de la même année. Le patron des socialistes, Olivier Faure, a publié ses documents sur Internet et dénonce un détournement de fonds publics. Le chef de file du PS au Sénat, Patrick Kanner, a de son côté évoqué une véritable voyoucratie, parlant même de méthode de Sicilien. La République en marche contre le PS est en mauvais termes avec le MoDem. Mercredi, le parti centriste s'est indigné de surnoms moqueurs qui auraient été attribués dans un exercice pour les futurs candidats de la majorité au municipal de 2020. Parmi les surnoms, on retrouverait une certaine Jeanne Fachaud pour le Rassemblement national, Jean Brutus pour la droite traditionnelle ou encore Marielle Orange pour le MoDem, faisant référence à Marielle de Sarnez, proche de François Bayrou, décrite comme peu à l'aise dans son rôle de parlementaire. Nouvel épisode dans les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Un navire iranien a été arraisonné jusqu'au large du territoire britannique de Gibraltar. Soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie en dépit des sanctions contre Damas, le bateau a été intercepté par la marine britannique sur ordre de Washington. De son côté, l'Iran a convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran pour dénoncer cette interception illégale du pétrole iranien. Wall Street en effervescence. Jeudi, le marché boursier américain s'est félicité du plus long cycle de croissance aux États-Unis. En dépit des signes de ralentissement de l'activité, les indices américains sont au plus haut historique après 121 mois de croissance positive outre-Atlantique. Cependant, les experts de l'OCDE s'attendent désormais à un léger recul de la première économie mondiale à 2,3% l'an prochain. Triste anniversaire pour les Français rapatriés il y a 57 ans. Le 5 juillet se déroulait un épisode tragique de l'histoire contemporaine de la France, le massacre d'Oran en Algérie. Ce jour-là, 3 mois et demi après la signature des accords d'Évian et 2 jours après la reconnaissance officielle de l'indépendance, des éléments de l'armée de libération nationale algérienne ainsi que des auxiliaires temporaires et des civils s'en sont pris à des pieds noirs et des Algériens fidèles à la France. Le nombre de victimes est estimé entre 95 et 453 personnes. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une, Marion Maréchal Le Pen. Et ce soir, retrouvez Tête à Clash, Franck Tanguy et ses invités débattent de l'actualité de Marion Maréchal Le Pen, du regain de popularité pour l'exécutif et du bateau à migrants Sea-Watch 3. Gorbatchev avait la même aura qu'Emmanuel Macron en Occident, oui. Et les gens étaient aussi raisonnés que les Français aujourd'hui. Les Français ont bien compris que le régime était incompétent, et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'ils le foutent la pelle au maximum. Donc si Macron fait pas de bêtises, du genre réaugmenter le... Parallèle avec Gabriel Cluzel, repli sur soi, je pense... Abandon de la chose publique aux incompétents qui s'agitent à la télé. Oui. Et l'URSS années 80, jusqu'au jour où, il y a aussi les problèmes, l'URSS est tombé aussi à cause de son économie inefficace. Notre économie est inefficace. Enfin, on est à 100% d'endettement de l'État. Il n'y a plus rien sous la pédale. C'est en fait on tombe. Et pourtant, c'est le Tiki Show du 100e étage. Qui sera le Gorbatchev de jusqu'ici tout va bien. Pour moi, c'est Macron, Gorbatchev. Demain midi, retrouvez le Samedi politique avec François Asselineau qui décrypte les nouveaux visages de la Commission européenne. Les élections européennes sont une farce. C'est pour la galerie. Et une fois que la farce est terminée, on passe aux choses sérieuses. C'est exactement ce qui se passe. Alors moi, j'aimerais savoir d'ailleurs là-dedans, les Polonais, les Slovaques, les Slovènes, les Chypriotes, les Maltais, les Bulgares, les Roumains, ils puent des pieds ou quoi? Enfin, ils n'ont rien. Ils n'ont absolument aucun poste. Monsieur Jean-Claude Juncker, qui était ivre-mort à partir de 10h du matin, enfin, c'était la sciatique, le décalage horaire, il avait fait rigoler la planète entière. Bon, là, on nomme, il faut reconnaître à Madame von der Leyen,
qu'elle est assez photogénique, elle est assez souriante, c'est une femme, bon, a priori, une femme souriante, voilà, elle est mère de 7 enfants, elle donne une bonne image, c'est mieux que l'autre pochetron. Madame, non mais c'est vrai, Madame Lagarde, c'est une femme, elle est auréolée d'une réputation extraordinaire en France, hein. Qui est d'ailleurs assez largement infondée, mais c'est vrai qu'elle a quand même fait meilleure figure au FMI que son prédécesseur qui avait été arrêté suite à l'affaire du douche au Sofitel de New York, M. Strauss-Kahn. Bon. Et dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au processus qui a fait de la Gaule la fille aînée de l'Église. Et tout de suite, La France de Campagnole de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Donc hier, je vous expliquais qu'un peu par hasard, j'ai provoqué une sorte de court-circuit dans la mémoire de notre Léon en imprimant le portrait d'un musicien qu'il avait admiré et en l'invitant chez moi sous un vain prétexte. Il réclamait l'un de mes livres, je lui ai dit de monter et pendant que je cherchais le livre, il a regardé le fameux portrait, il a pâli et il m'a dit textuellement « Mais comment vous connaissez ce type-là » Je lui ai répondu « Je pourrais vous dire que j'ai tous ses disques et que j'écoute que lui, mais non, en fait. Il se trouve que je l'ai connu, c'est la vérité, quand j'avais 18 ans à Paris. Il avait étudié dans une école de piano à New York et ça nous impressionnait beaucoup. Alors là, il s'est produit un peu ce que j'espérais, c'est que Léon m'a dit, mais c'est évidemment lui qui cherche à entrer en contact avec moi en ce moment par votre intermédiaire. Et il avait raison, finalement, le fait d'avoir eu cette idée bizarre d'imprimer ce portrait pour l'appâter, en quelque sorte, pourrait avoir été inspiré par le fantôme de ce fameux type, le type de la photo. En tout cas, il s'est produit une chose extraordinaire. Léon s'est assis au clavier du piano, de mon piano, ce qui m'a fait un très grand honneur, parce que de notoriété publique, enfin, d'après sa sœur, il n'avait pas joué depuis presque 10 ans. Et là, j'ai eu droit à une espèce de morceau rageur, splendide de Franz Liszt qui s'appelle La valse de Méphisto. Ça monte et ça descend à toute allure. Et vraiment, j'ai eu l'impression que quelque chose de surnaturel était en train de se produire. Il n'est pas impossible que ce morceau ait eu un rapport avec le type sur la photo, véritablement, et avec les circonstances de leur rencontre. Mais j'avais l'impression qu'il ne fallait pas creuser tout ça si je voulais éviter de le fâcher. Pendant qu'il jouait, j'ai envoyé un SMS à sa sœur dans son dos, dans le dos du pianiste, pour lui dire de décrocher son téléphone à mon prochain appel, d'écouter et de ne pas me rappeler. Et j'ai donc refait le numéro pour lui faire entendre les 5 dernières minutes de ce récital improvisé. À la fin, Léon s'est levé comme un zombie. Il m'a dit qu'il me remerciait pour le livre que je venais de lui donner. Il m'a dit « Vous savez, rien n'est jamais dû au hasard ». Et puis, il a enchaîné sur des choses assez aimables, du genre « Je suis content que vous ayez fait la connaissance de mon beau-frère Maxime ». Son père était un excellent chef d'orchestre et vous savez quoi, dans les années 30, le chef d'orchestre a débauché une bonne sœur pour lui faire un enfant, ce qui est très mal. Et depuis, mon beau-frère raconte cette histoire à tout le monde, mais je crois qu'en fait, elle n'avait pas encore prononcé ses vœux. Ça, c'était bien Léon. Il s'embarquait toujours dans des détails, mais l'essentiel est qu'il avait rejoué du piano. Et il m'a dit, j'ai entendu dire que vous aviez donné un piano électrique à l'église, et si vous me donnez la clé de l'église, j'irai jouer de temps en temps. Mais c'est pas moi qui ai la clé de l'église, lui ai-je dit, il faut la demander à Madame Labourdette, et pour avoir le droit de vous la donner, il faut qu'elle demande l'autorisation pratiquement à l'évêque. Et j'ai raconté déjà que pour donner à l'église un instrument de musique, il avait fallu 4 mois et la visite de 2 curés.
Et il m'a répondu en guise de conclusion, c'est vrai, ce pays est foutu. On ne peut plus rien faire de gré à gré sans 3 mois de démarche. Et là, une anecdote m'est revenue que je vous raconterai demain au sujet du gré à gré et de la nécessité pour tout et tous d'obtenir une autorisation. Mais je vous laisse sur une précision. Il adorait Franz Liszt parce qu'il était musicien et mystique, d'ailleurs prêtre à la fois. Et il a résumé la chose en disant « La musique, c'est le langage de Dieu ». Abonnez-vous, merci. Depuis les élections européennes de mai dernier, les Verts pavoisent. L'écologie est enfin aux portes du pouvoir. Le changement de monde, l'aube nouvelle, la fin du plastique et les champs d'éoliennes qui bourgeonnent, l'avenir écologique radieux, c'est pour maintenant. Faut-il tout de même rappeler à ces messieurs et dames, les écolos, qu'ils ne sont pas arrivés en première ni en deuxième position, mais en troisième position. Ils ont un peu trop tendance à confondre la médaille d'or et la médaille de bronze. Si dans le domaine du sport, l'important est de participer, en politique, l'important c'est de gagner. Et désolé pour les écolos, mais les résultats, à y regarder de plus près, sont assez conformes à ce qu'ils ont toujours été aux élections européennes. Ce type de scrutin, traditionnellement, désolé, je sais bien que chez les écolos, on n'aime pas les traditions, mais n'empêche, ça aide à comprendre les choses. Donc, pour ce type de scrutin, dis-je, les Verts font toujours un score supérieur à ce qu'ils font d'habitude. Il n'y a donc aucun effet particulier à trouver pour expliquer leur score. Cela signifie donc qu'il n'y a pas d'effet Greta Thunberg, la ridicule adolescente suédoise à bonnet de laine devenue l'icône mondiale de l'écologie. Pauvre Greta, elle n'a servi à rien. Comme c'est triste, moi ça me donne envie de pleurer. En réalité, le score électoral des Verts s'explique tout simplement par l'incapacité de la gauche française à présenter un candidat correct. Mélenchon passe son temps à se prendre les pieds dans le tapis. Glucksmann, dans le genre bobo philosophe ébloui, a raté sa vocation électorale. Il est logique qu'à côté d'eux, le Vert Yannick Jadot apparaisse comme un phénix. De là à lui confier le pouvoir, il ne faut pas pousser ma mère dans les orties. D'ailleurs, un autre point pour expliquer cette relative victoire, eh bien, c'est qu'il y a un incontestable malaise bien légitime sur le fait que nos sociétés ne tournent pas franchement rond. Prenons l'exemple de l'alimentation. Va-t-on éternellement continuer à consommer n'importe comment des produits fabriqués par des grandes multinationales peu scrupuleuses, des produits infects nés de l'industrie agroalimentaire, des fraises sans fraises, du miel sans miel, du poulet qui mange de la vache qui mange du poulet, ou se goinfrer d'aliments made in China, produits en dépit du bon sens, hors de toute règle gouvernementale et environnementale, par une main-d'œuvre exploitée par un régime tout simplement communiste. Cela nourrit, si l'on peut dire, un vote écolo. Mais tout cela ne fait pas vraiment une vraie adhésion au programme des Illuminés d'Europe Écologie. Finalement, ce vote écologique, c'est plutôt un bon vieux réflexe de bon sens, d'attachement à la société telle que l'ont connue nos parents et nos grands-parents à l'époque, où nos modes de vie n'avaient pas encore été pulvérisés par l'hélice impitoyable de la mondialisation libérale. Un réflexe de conservatisme, pourrait-on dire. Mais ne dites surtout pas aux Verts que c'est ceux qui se cachent derrière ce vote. Eux qui déclarent vouloir faire de la politique sans conservateurs, vous les vexeriez. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.